Bonjour à tous, si vous nous retrouvez, ça va être notre premier podcast avec mon ami Axel Ravinet. Alors, c'est un truc qu'on a voulu faire ensemble, c'est un peu nouveau, donc ça va être un petit peu en freestyle sur la première session. On va voir comment ça se goupille par la suite. On sait même pas comment on va s'appeler. Est-ce qu'on s'appelle les deux barbus de la prépa ou j'en sais rien. Je m'appelle Nevin Barnett pour ceux qui me connaissent pas. Alors peut-être que vous le verrez sur ma chaîne YouTube ou que vous êtes seulement en train de l'écouter en audio parce qu'on va le poster sur différents supports. Donc ça dépend. Mais je suis le cofondateur de Bayesian France. Je coach également en ligne. Je suis passionné d'entraînement et nutrition depuis plus d'une dizaine d'années. Et je suis accompagné par, alors je vais pas dire l'invité, mais le co-host de ce podcast, Axel. Axel, je vais te permettre de te présenter également, s'il te plaît. Alors, yo tout le monde, alors ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette première édition pardon, de ce petit podcast qui n'a pas encore de nom, mais ça ne saurait tarder. Donc, D'ailleurs, je m'appelle, si on est sur YouTube, on va leur demander, parce que c'est toujours bien d'avoir des ouais, suggestions trouver un de blaze. personnes. Ouais, exactement, ouais, c'est plus facile. Donc, je m'appelle Axel Ravinet, j'ai tout juste 24 ans, donc moi je suis un petit à côté de mon compère ici. Je suis powerlifter depuis maintenant 7 8 ans, je suis passionné d'entraînement et de nutrition, et plus largement j'aime tout ce qui touche à la performance, et je travaille avec Nevin et Antoine au sein de Bayesian France en tant qu'intervenant technique sur les mouvements de la force et en tant qu'encadrant pédagogique, on va dire, pour assurer du coup le suivi pédagogique de la formation. Voilà, en quelques mots. Exactement. Merci pour cette présentation. Et tu es aussi powerlifter compétiteur à tes heures perdues avec quand même des gros chiffres. Donc je vais te Mm. laisser le présenter parce que c'est toujours... moi je ressemble à rien, mais toi au moins t'as un bagage derrière à présenter. Donc On essaye d'avoir quelque chose à proposer effectivement en termes de performance. Donc, à savoir que je concours actuellement en moins de 90 kilos. J'ai concouru beaucoup au sein de la fédération GPC, donc il n'est pas la fédération officielle en France, mais quand j'étais plus jeune, j'ai concouru en FFHM FAC, qui est l'ancien nom de la FF Force, puisque avant la fédération de powerlifting était associée à la fédération d'haltérophilie. Et c'est vrai que j'ai eu quelques petits titres sympas dans cette fédération avant mes 18 ans. Et maintenant, voilà, concurrent en moins de 90 kilos Open. J'ai pas encore fait de compétition à cause de ce petit coronavirus en Open, mais en junior, mes meilleurs perfs en moins de 90, c'est 2,65, 180 et 2,70 validés en compétition. Voilà. et en training. Et en training, on a fait 2,65 toujours au squat, 190 au bench et 2,77,5 au deadlift. Aïe aïe aïe, ça va vite. Et en plus, un poids de corps, un meilleur poids de corps en plus. Ouais, un meilleur poids de corps à la fin de ma petite sèche, de mon petit déficit calorique là, qui a été mon premier déficit calorique après toute ma carrière d'athlète, entre guillemets, où je suis descendu à 83 kilos, mais en tout cas, c'était une belle expérience. C'était cool. Ouais, et c'était intéressant de Mm. voir aussi, parce que les gens sous-estiment souvent l'impact d'un déficit calorique, tu sais, sur le moyen, long terme, parce que Mhm. euh, quand tu veux perdre un certain nombre de kilos de gras, tu es obligé de rester quand même sur un déficit calorique pendant une certaine période de temps. Et tu as pu le voir que ça, c'est pas toujours évident. Toi, c'était la première fois que tu le faisais et tu Ouais. vois que ça, en termes d'énergie, en termes de productivité sur ton quotidien, en termes d'humeur parfois, tu es un petit peu plus sensible Clairement, à des clairement. variations dans ton entourage et parfois tu as un petit peu moins de patience, mais c'est intéressant parce que c'est des choses dont on parle parfois, mais c'est vrai que le vivre, c'est quelque chose de différent, quoi. Ouais, clairement. C'est là que j'ai vu euh, une petite partie du spectre de ce que certains compétiteurs de haut niveau pouvaient ressentir. Et c'est vrai que je pense qu'on minimise grandement l'impact déjà physiologique, parce que ce soit en termes d'énergie, en termes de productivité, c'est quelque chose, avant de le ressentir, on ne le comprend pas. Et une fois qu'on l'a compris à ce niveau-là, on le comprend aussi mentalement. Et quand on parle d'irritabilité,
quand on est environ à 2000 calories par jour, quand habituellement on tourne à 3500, 4000, ben, comme je dis, ça tape sur le système, ça tape sur la carcasse, et quand à côté de ça, on a beaucoup de choses à gérer, c'est vrai que c'est pas du tout évident, et pour les personnes qui sont autour de nous, je pense que c'est vraiment pas sympa. Pour l'avoir vécu, moi qui suis quelqu'un de relativement patient et cool, essaye de pas trop me prendre la tête, là j'avais tendance vraiment à démarrer au quart de tour, parce que, tout bonnement parce qu'en fait j'avais faim, et Ouais. ça tape sur la tête, ça tape sur la tête, il n'y a Ouais, pas c'est d'autre mot clair, quoi. c'est clair. Alors, moi qui ai fait déjà plusieurs sèches, je peux te dire que c'est toujours plus facile les fois d'après parce que déjà tu t'attends à être dans cet état d'esprit, tu te rappelles des sensations, donc tu t'adaptes et finalement avec l'expérience, bah, ça devient plus facile, tu sais mettre en place des nouvelles habitudes, etc. Mais effectivement, enfin, quand tu vois des athlètes avec des fessiers striés, tu sais que mentalement, Ouais, ils sont dans le dur et ouais, clairement, t'as pas envie de sortir du canapé pour quoi que ce soit, quoi. ouais, ouais, c'est T'as incroyable. oublié ta cuillère, tu manges avec tes mains, c'est pas grave. Je me suce les doigts. Alors aujourd'hui, alors ce qu'on veut faire, c'est que avec Axel, on va vous aborder. Franchement, on veut faire ce podcast parce que on est toujours en train de discuter tous les deux. Il y a plein de sujets sur lesquels on a envie d'échanger, et je me suis dit, et Axel aussi, que c'était vraiment une bonne idée, bah, qu'on le partage avec vous. Et il y a aussi plein de sujets sur lesquels, enfin, parfois qui font un peu polémique et qu'on peut aborder ensemble d'une manière un petit peu différente sous forme de podcast en vous donnant nos expériences personnelles, nos expériences professionnelles entre guillemets avec les gens que tu coaches, avec les gens que je coach et que je suis. Et ça permet voilà, de faire vivre un peu ce questionnement. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était parler de la fréquence d'entraînement, de la répartition de l'entraînement, du split. Donc, quand on parle de split, on parle de bro split, c'est-à-dire un groupe musculaire par jour. Tu as aussi le upper-lower, tu as le push-pull leg, tu as le full body, tu as toutes les différentes variations de répartition de l'entraînement sur une semaine ou voire bah, sur un mésocycle comme on va peut-être on parler ensemble, c'est-à-dire bah, une période donnée qui est peut-être plus petite qu'une semaine ou plus longue qu'une semaine en fonction des gens. Alors ça arrive que ça soit plus long qu'une semaine, mais ça devient une programmation assez compliquée si tu as un Ouais. mésocycle qui dépasse la semaine, mais c'est possible. Euh, voilà, je pense que peut-être que le premier truc qu'on pourrait faire, ça serait peut-être définir dans un premier temps ce qu'on entend déjà par fréquence d'entraînement, parce que je pense que c'est un peu le sujet sur lequel on va tourner, c'est-à-dire, alors, quand on dit fréquence d'entraînement, il y a plusieurs sens. Déjà, il y a le nombre de fois où vous allez. Alors, si on se passe sur le cadre d'une semaine, je pense qu'on va faire ça parce que c'est ce qui a le plus de sens pour la plupart des gens, Ouais. parce que les gens fonctionnent quand même en termes de semaines et en termes de mois. En termes d'environnement socioculturel, c'est quand même comme ça qu'on évolue au jour le jour. Donc, la fréquence, on va dire que c'est déjà, dans un premier temps, le nombre de fois où vous allez à la salle par semaine. Mais aujourd'hui, ce dont on veut parler peut-être plus, c'est la fréquence d'entraînement d'un groupe musculaire au sein de votre programmation de l'entraînement. Tu es d'accord? Ouais, carrément. Ok. Donc, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que euh, on a pas mal d'approches. Alors, de manière traditionnelle, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du bro split. C'est vrai que bah, moi, quand j'ai commencé la musculation, bah, je lisais des magazines comme Muscle and Fitness, Flex, etc. Il y a quand même des années. Je sais pas si toi, tu as connu ça, mais vu que tu Si es j'ai plus jeune. connu ça, j'ai eu la chance d'avoir des quarantaines de bouquins avec Ronnie Coleman, Kai Green Ouais. et compagnie sur la couverture. Et je sais ce que tu allais dire, ça tournait exclusivement, généralement, autour du bro split. Et je te laisse Voilà, continuer. du bro split qui est, alors pour qu'on le définisse, alors c'est pas forcément, enfin moi quand je dis bro split c'est pas quelque chose de péjoratif hein, quand je le dis, hein, donc ne vous méprenez pas et les gens qui suivent un bro split ne le prenez pas mal, hein. Je pense même que, alors on va en parler après, mais qu'un bro split dans certains contextes ça peut être intéressant.
Je pense que ça peut être intéressant en particulier pour les débutants qui ont une récupération un peu plus longue que des athlètes un peu plus avancés. Mais bref, ça, on va en reparler un petit peu plus après. Mais en gros, un bro split traditionnel, c'est qu'en fait, vous décomposez votre entraînement en groupe musculaire sur votre semaine et vous essayez, en fonction de votre fréquence d'entraînement à la salle, de travailler un groupe musculaire ou deux groupes musculaires à chaque fois que vous allez à la salle. Alors, je pense que le bro split traditionnel, c'est euh, pec le lundi, dos le mardi, jambes le Ouais, mercredi, ouais, je euh, pense, ouais. bras le jeudi et... Ouais. Et souvent vendredi, les épaules. Ah oui, exactement, c'est ça. Donc ça, c'est quand même le bro split traditionnel, on est d'accord, non? Ouais, ouais. Ouais. Et après, tu prends 2 jours de repos le week-end et tu recommences le Ouais, lundi? souvent, ouais, ouais, souvent c'est comme ça que c'est vécu. Ou alors tu as le bro split, où des fois tu as des entraînements 6 jours sur 7 où il y a un rappel du point faible en C'est ça, sixième jour. c'est Donc ça, voilà. c'est ça. Alors, c'est intéressant que tu parles de rappel parce que c'est un peu un sujet sur lequel on va discuter aujourd'hui parce que c'est quand même un truc primordial. C'est que, euh, alors, au sein de Bayesian, on parle vraiment de tous ces sujets en détail. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai évidemment les liens en description. C'est ce dont on vous parlait au début. C'est là où j'interviens ainsi qu'Axel. Dans l'apprentissage de tout ce qui est entraînement, nutrition, etc. Et quand on parle de fréquence d'entraînement, c'est au sein d'un chapitre où on va parler de l'intensité de l'entraînement. Donc, intensité d'entraînement, quand on parle d'intensité, pour moi, c'est pas à quel point vous allez transpirer, mais en fait, le pourcentage par rapport à votre 1RM, c'est-à-dire la charge que vous utilisez par rapport à vos répétitions max. Donc, quand on parle d'intensité, Axel et moi, généralement, on parle de ça. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites un squat à 100 kg et que vous faites une série de travail à 85 kg, ça représente 85% de votre 1RM qui est 100 kg. Et du coup, vous travaillez à une intensité de 85%. Donc quand on parle d'intensité, on fait référence à ça. Donc il y a l'intensité, le volume d'entraînement. Généralement, quand on parle de volume, alors ça c'est encore une fois, on pourrait faire un podcast entier par rapport à ça. Mais souvent, le volume est calculé en tonnage total, mais pour simplifier les calculs, ce qu'on fait, moi, dans ma pratique en tout cas, c'est que je le calcule en termes de série de travail par groupe musculaire. Et ensuite, ça permet d'adapter en fonction des niveaux de chacun, d'augmenter le volume ou de diminuer le volume en augmentant le nombre de séries par groupe musculaire, etc. Et du coup, c'est quand même un proxy qui est plus facile à mettre en place que de calculer exactement le tonnage total, parce qu'après, il faudrait calculer la charge, la distance de la charge, parce que Ouais. ça devient assez compliqué, et du coup, le répétition par groupe musculaire, c'est quand même un proxy qui est facile à mettre en place. Et finalement, on parle de fréquence d'entraînement. Donc, on a pas mal de recherches qui nous montrent que une fréquence d'entraînement. Alors, je pense qu'on pourrait commencer par quoi on va commencer de parler pour. Oh, t'en fais pas, hein, si. Ouais, vas-y. Je pense qu'on pourrait essayer déjà de définir quels seraient les avantages d'un bro split ou quels seraient les désavantages d'un bro split pour, au fur et à mesure du temps, voir où est-ce qu'on en arrive par rapport à un upper lower, par rapport à un push pull leg et par rapport éventuellement à un full body. Ok, ça, je pense que c'est une bonne trame. Euh, alors, est-ce que tu peux nous donner déjà les avantages d'un bro split pour toi? Alors, pour moi, les avantages d'un bro split, et c'est quelque chose d'indéniable et tout le monde sera d'accord sur ça, c'est qu'il y a un pump génial. Ça, on est OK. Si vous voulez être pumpé, avoir les petites veines qui apparaissent, c'est sûr que le bro split, typiquement, si vous faites un bro split de pec, vous faites 5 exercices de pec, il y a de grandes chances qu'à la fin de la séance, le pump soit absolument génial, il soit jouissif, il soit cool. Euh, et après, probablement que pour un débutant, ça peut être intéressant de faire un bro split euh, parce que la capacité de récupération d'un débutant étant plus faible que celle d'un athlète avancé, par définition, c'est ce qui définit un athlète avancé. C'est un athlète qui a beaucoup de performance, qui a un certain niveau, mais qui a aussi une grosse capacité de travail, ce qui lui permet d'avoir une grosse capacité de récupération, puisque son corps s'adapte au stress qui est appliqué.
Et du coup, sur le long terme, un athlète qui est avancé aura besoin de plus de fréquences dans la semaine. Et par définition, avec un bro split, s'il n'y a pas de rappel, il y a une fréquence de 1 par groupe musculaire. Si vous faites les pecs le lundi, eh bien vous aurez une fréquence de 1 sur les pecs tous les lundis. Si vous faites les jambes le mercredi, vous aurez une fréquence de 1 sur les jambes tous les mercredis. Il y a déjà un problème déjà qui se pose dans le bro split, c'est quand on comptabilise les groupes musculaires travaillés, déjà on comptabilise les jambes. On ne comptabilise pas les mollets, on ne comptabilise pas les quadriceps, on ne comptabilise pas les ischio-jambiers, on ne comptabilise pas les fessiers, on comptabilise les jambes. Et c'est c'est pas un lien de causalité direct, mais souvent dans le bro split, ben je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas de très haut niveau, qui n'aiment pas trop faire les jambes. Donc généralement, on comptabilise la presse à cuisse, une série de leg curls, un peu de mollet, et voilà, et je suis un peu mauvaise langue, peut-être deux trois séries de squats, et à côté de ça, bah voilà, il y a pas autre chose quoi. Donc c'est déjà un premier problème. La comptabilisation totale du nombre Bah, de en séries fait, sur certains groupes musculaires déjà, est problématique. excuse-moi, je te coupe. Par Non, rapport à ce vas-y. que tu dis, déjà, quand tu réfléchis, tu as 5 jours sur un bro split classique. Et sur les 5 jours, tu as un seul jour de jambes. Alors que tu as un jour pour les bras, donc biceps, Ouais, triceps, peut-être avant-bras. Et un jour pour deltoïde. Alors, ok, antérieur, latéral et postérieur. Mais c'est des muscles qui sont tellement petits par rapport aux jambes que quand tu présentes comme ça paraît dérisoire. Tu pourrais donc avoir un jour quadriceps, un jour mollet parce que tes mollets ils vont être pratiques. Alors, si tu es bien équilibré, ils vont être plus gros que tes triceps ou que tes biceps. ouais. Et un jour, alors fessier, plus gros muscle du corps humain, a priori, en termes de volume total. Donc ouais, tu pourrais avoir un jour seulement fessier. Ce que tu retrouves d'une certaine manière chez les athlètes féminines souvent, c'est-à-dire qu'elles Ouais, ont un jour dédié fessier, un ouais, jour dédié ischio, etc. Et par contre, pour le haut du corps, c'est bon bah une journée push-pull et voilà, voilà, voilà. Et du coup, bah, le problème qui se pose probablement avec un bro split, c'est que sur le long terme, quand on suit la littérature scientifique et qu'on suit la logique qui s'applique bah, physiologiquement à un processus de croissance musculaire, c'est que plus un athlète est avancé et plus il aurait besoin de fréquence. Et le problème auquel on se confronte aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, comme des bodybuilders qui vont à Olympia, qui s'entraînent exclusivement en bro split. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça n'a pas de sens? Est-ce que c'est parce que les athlètes de haut niveau sont pas forcément les personnes qui réfléchissent le plus? Je m'explique dans ce sens-là. Il y a des athlètes de très haut niveau qui deviennent des athlètes de très haut niveau parce qu'ils ont un potentiel musculaire et un potentiel génétique qui est bien supérieur à la moyenne. Et par définition, une personne qui est très douée n'aura pas besoin entre guillemets, d'aller chercher une optimisation incroyable, d'aller chercher le petit détail, d'aller chercher la petite fréquence optimale, le volume musculaire parfaitement optimal pour cette personne, parce que cette personne, en s'entraînant normalement sans se prendre la tête, elle progresse déjà très bien de par son potentiel génétique. A l'inverse, bah, un athlète qui a un peu moins de potentiel génétique et qui va faire le même programme, même si on sait que ça ne matche pas avec les termes d'individualisation, bah, on va beaucoup moins progresser. Donc cette personne, elle va dire merde, moi je progresse pas en faisant du bro split, comment ça se fait? Je fais une fois les jambes par semaine, j'ai 50 centimètres de tour de cuisse, mon pote il est à 70, comment ça se fait? Et c'est généralement les athlètes les plus dépourvus de potentiel qui sont au final les meilleurs théoriciens parce que c'est les personnes qui vont chercher le plus d'informations. Bref, je reviens au sujet initial. Est-ce que le bro split c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je te laisse répondre. ok. Allez, bonne chance. Salut. Je rigole. Vous avez 30 minutes. Non, mais en fait, je pense qu'il faut aussi un petit peu parler de littérature scientifique qu'on a à ce sujet. Alors évidemment, euh, à travers un podcast, c'est difficile de vous montrer et de discuter de certaines études parce qu'on ne peut pas vraiment vous montrer des courbes ou des choses à l'écran. Mais ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que on a quand même pas mal de recherches qui nous montrent des avantages en termes d'une fréquence plus élevée, c'est-à-dire
quand on parle de fréquence, encore une fois, c'est pas le nombre de fois où vous allez à la salle, mais vraiment le nombre de fois où vous allez utiliser, recruter un groupe musculaire au cours de votre mésocycle et de votre semaine d'entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que je vous parlais de volume avant, c'est que je pense qu'il faut qu'on parle de ça, c'est que le premier driver de la croissance musculaire, c'est le volume d'entraînement. Donc comme on vous l'a dit avant, c'est le nombre de fois, enfin, si on le compte comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est le nombre de séries qu'on va faire par groupe musculaire par semaine. Alors, dans ce sens-là, vous pourriez me dire, ouais, donc si Nevin, tu me dis que le premier driver et le truc le plus important en termes de croissance musculaire, c'est le volume d'entraînement, quelle est la différence, Axel, entre faire 3 exercices ou 5 exercices de pec le lundi pour tes pecs, donc 5 exercices avec 3 ou 4 séries par exercice. Donc si tu en fais 3, ça te fait 15 séries de travail sur tes pecs. Et si tu en fais 4 séries, ça te fait 20 séries sur ton lundi sur tes pecs par rapport à, par exemple, faire les pecs 2 fois par semaine, tu vois. Donc je fais un push-pull leg où je fais 2 séances de pecs finalement. Et je vais répartir mes 5 exercices sur 2 jours ou mes 4 exercices sur 2 jours différents. Alors, pour moi, la meilleure réponse, si on devait définir en un mot, c'est l'efficience, en fait, en fin de compte. Parce que lorsqu'on va être amené à faire 15 séries ou 20 séries d'un groupe musculaire sur une seule séance, c'est ce que j'ai répondu en dessous d'une question que j'ai eue sur un post Instagram. Quand on regarde bien, et je pense que vous qui nous écoutez, vous allez le comprendre par la suite, quand on regarde bien, c'est un petit peu une aberration quand on y pense de faire 20 séries d'un groupe musculaire en 1 heure ou 1 heure et demie. C'est faire 20 séries, on remet les choses en compte, 20 séries sur un seul groupe musculaire en 1 heure et demie de temps. Euh, Forcément, si pendant 1 heure et demie, je vous fais shooter dans une balle, dans une cage au foot, au bout d'1 heure et demie, vous allez shooter de travers. C'est normal. Au bout d'un Ou moment, les votre, muscles. ou Ouais, votre puissance de tir va diminuer drastiquement. voilà, voilà, Et clairement. ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, non, mais c'est exactement ça que je voulais que tu présentes. C'est la problématique en fait de faire autant d'exercices sur une séance. C'est que malheureusement, vous allez être frais et vous allez être fort, entre guillemets. Ça, on en parlera aussi dans un autre, podcast, mais la force, c'est aussi quelque chose sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Vous allez être plus fort sur vos premiers exercices. Et ensuite, votre deuxième exercice, vous avez encore du jus potentiellement. Votre troisième exercice, tu commences à être déjà un petit peu fatigué. Et si tu fais 4-5 exercices, tes exercices à la fin, déjà l'intensité, donc les charges de travail que tu utilises, elles vont être dérisoires par rapport à ce que tu aurais pu faire si tu commençais directement par cet exercice. Et surtout, ta capacité de produire de la force sur ces exercices est décroissante par rapport aux premiers exercices. Donc l'intérêt, comme je te le présentais, si tu splits au moins déjà sur 2 jours, c'est que si disons que tu faisais 4 exercices sur ton lundi sur tes pecs et que tu le splits en 2 jours, ça te fait que tu as 2 exercices de pecs à chaque fois et potentiellement tu vas être meilleur sur ces 4 exercices au total parce que ton volume de travail va être supérieur parce qu'il va pas être diminué par le volume de travail que tu as effectué dans les premiers exercices. Donc il y a un autre truc sur lequel j'aimerais qu'on parle parce que souvent quand on parle de splitter justement ces jours, quelque chose que j'entends souvent sur les réseaux où on me demande, c'est ouais, mais du coup, tu peux pas travailler avec des vraies intensités si tu splits ton entraînement. T'as jamais entendu ça? Ah, mais parce que, en fait, Par je rapport pense au full que. body, souvent, tu sais? Alors, Ouais, si mais on parce que extrapole ici, vraiment à c'est. l'extrême, En fait, j'allais dire que ici, je pense que souvent l'intensité est perçue comme une notion d'épuisement, en fait, et pas forcément comme une notion de réussir à performer et avoir un petit progressive overload sur chaque séance. ouais, exactement. C'est-à-dire que souvent, tu le vois, tu sais, c'est genre, je vais je vais détruire mes pecs, je vais annihiler mes biceps ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que
tu veux arriver à un point où tu as un échec postural où tu peux même plus faire une répétition. Et alors ça, ce serait même un sujet à part entière, mais les courbatures ne sont pas signes de croissance musculaire. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et surtout, le fait de ne pas être capable de réaliser un mouvement, ça ne veut pas dire que tu vas avoir forcément une meilleure croissance musculaire que, encore une fois, si tu as splitté ton volume sur la semaine et que potentiellement tu passes d'un bro split à un full body où tu vas faire sur 5 jours 5 full body où tu vas recruter 5 fois tes pecs, même si à la fin de tes séances tu pourrais faire d'autres exercices mais tu les fais pas, ton volume est là et vu que c'est le premier driver de l'hypertrophie, potentiellement tu vas avoir une meilleure croissance musculaire que si tu as fait 5 exercices à la suite et que au cinquième exercice tu es à je sais pas 20-30% de tes capacités initiales quoi. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Et par rapport à ça, justement par rapport à la question que je te posais, au fait de tu manques d'intensité et quand tu fais des séances que tu splits ton volume sur ta semaine, c'est vraiment ça, c'est que il faut bien comprendre que quand on parle d'intensité, on parle des charges que tu es capable de bouger en fait. Et comme tu disais très bien, si tu penses que l'intensité se traduit par être incapable de réaliser un exercice, eh ben tu tires une balle dans le pied sans doute parce que, encore une fois, si tu as 4 exercices sur ton bro split le lundi et que tu les splits en 2 jours, eh ben, sur les 4 exercices, potentiellement, tu pourras bouger plus de charge, donc plus de volume parce que plus de tonnage et finalement une meilleure croissance musculaire. Ouais. Et du coup, moi, à chaque fois, j'ai tendance à placer n'importe quel autre format d'entraînement à la place du bro split comme étant supérieur au bro split, pour la simple et bonne raison que, par exemple, si on fait un push-pull leg, par définition, dans la semaine, on aura la possibilité que d'avoir une fréquence de 2 sur les pectoraux, parce que si on fait 2 push dans la semaine, puisque push-pull leg se répète une autre fois, push-pull leg, il y a 2 push, donc il y a 2 fois les pectoraux. L'avantage aussi d'un push-pull leg, c'est que dans les exercices de push, il y a la possibilité de caler entre les exercices qui ciblent les pectoraux, un exercice qui va être peut-être full triceps ou qui va être full deltoïde antérieur, même si dans le full on met des guillemets parce que bien évidemment même un overhead press qui va recruter le deltoïde antérieur va aussi recruter évidemment les triceps, mais on a quand même cette possibilité d'avoir une micro-récupération entre chaque exercice ciblant groupe musculaire pour être plus performant et donc une fois de plus répéter cette idée d'efficience. C'est encore plus vrai sur un upper lower ou sur un full body. Si par exemple on est amené à faire du développé couché et que derrière on fait du rowing et que derrière on fait des lateral raises et que après en quatrième exercice on fait des push-ups, les pectoraux ils ont eu quand même 10, 15, 20, 30 minutes, 40 minutes si on est un powerlifter et qu'on a tendance à avoir des temps de repos super longs parce qu'on a l'habitude de discuter. mais on a quand même une grande marge de manœuvre avant de retaper sur les pectoraux. Et forcément, par définition, les pectoraux auront récupéré un petit peu plus. Donc l'intensité et le volume proposés à cette intensité seront supérieurs par rapport au fait de ne pas avoir enchaîné les push-ups directement après le développé couché. Ouais, c'est un concept super intéressant que tu abordes là parce que souvent, tu sais, les gens pensent que, encore une fois, l'intensité se traduit par je suis plus capable de bouger ou je transpire tellement que j'en peux plus. Et c'est souvent pour ça que tu vois, par exemple, pour le CrossFit, quand les gens finissent par un Metcon de 10 minutes qui est super intense en termes d'activité cardiovasculaire et qui sont morts Ouais, et que leur technique se dégrade, etc. Ils se disent ah, j'ai dépensé tellement de calories, c'était hyper intense, etc. Et tu te dis, si tu parles d'intense comme ça, effectivement, c'est pas facile à réaliser. Toi comme moi, je pense qu'on serait en PLS dans un coin de la salle, mais que ça je soit en suis pas termes de très doué à dépenses ça. caloriques, il y a un seuil en fait. Tu peux pas dépenser. Il y a un seuil des calories que tu peux dépenser par minute. Sinon, les Mia Bodytech là, qui t'annoncent je sais plus quoi à chaque fois, 4000 calories pour 20 minutes. Mais ça me fait tellement Ouais. rigoler. Si c'était le cas, j'en ferais tous les jours et je me mangerais Ouais, je te pizza et jure. Ben Jerry's le soir. Ouais. Pourquoi faire une sèche, tu vois? Genre, tu vas faire du Mia Bodytech et Oui. voilà, s'ils regardent ça, c'est terminé. Plus de sponsoring par Mia Bodytech. Merde. C'est mort, là.
J'ai perdu ce que je voulais dire. Donc, si on part du principe que déjà les recherches nous montrent qu'une fréquence est plus intéressante, euh, et que tu fais un bro split, et souvent tu entends les gens dire ouais, mais un bro split c'est pour les gens avancés, et un full body c'est plutôt pour les débutants. À ton avis, ça vient d'où cette théorie? Je pense que ça vient de un du côté où, comme je le mentionnais tout à l'heure, souvent il y a des athlètes de très haut niveau qu'on va faire du bro split, que ça soit des La men's plupart. physiques. Ouais, voilà. C'est terrible parce que si tu regardes, enfin moi je suis le bodybuilding, je sais que toi ça t'intéresse aussi. Souvent tu vois des gens de très très haut niveau qui ont fait un bro split toute leur vie et qui sont 3 fois comme nous. Ouais, 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 Donc clairement. t'as envie de dire, bah ouais, mais regarde Nevin, tu ressembles à rien et tu dis qu'il faut que j'augmente potentiellement ma fréquence musculaire alors que bah, Ronnie Coleman il faisait un bro Mm. split et c'est le meilleur physique de tous les temps. Ouais. Mais je pense vraiment que ça vient de cette idée de voir des stars du bodybuilding effectuer des bro splits. En plus, ça touche vraiment toutes les catégories, hein, que ce soit les men's physiques à Olympia, que ce soit les bodybuilders à Olympia. Ils ont tous des physiques exceptionnels et ils fonctionnent pour 80, je pense, 15% d'entre eux en bro split, bien que la tendance commence un petit peu à changer avec un petit peu toute l'influence que peuvent avoir des coachs comme Jordan Peters qui implémentent sans peine des push-pull legs ou des upper-lower ou même des density day comme il appelle ça pour surcharger toute la chaîne postérieure. Donc ça prend le dos, les ischio-jambiers, les fessiers, les mollets. Et du coup, il n'y a pas d'histoire de bro split. Et, euh, et, et c'est bien, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va faire changer les mentalités. Alors, comme tu le dis ici, on n'a pas vraiment la possibilité d'appuyer tous nos arguments sur des data scientifiques, mais si on regarde l'autre revers de la médaille, ça montre que, en tout cas, pour une programmation qui est considérée pour des débutants, pour la plupart des gens, comme le full body, eh ben, il y a des mecs qui arrivent à un très haut niveau et qui ont des pro cards et qui font du full body. Donc, c'est déjà Alors une là, bonne chose. il y a deux trucs que j'aimerais aborder. Premièrement, le fait que quelqu'un arrive à avoir un super physique avec un bro split. Souvent, ce que j'essaye d'expliquer à la personne, c'est que c'est possible, mais est-ce que c'est optimal? Et est-ce Ouais, qu'il serait peut-être pas arrivé à ce physique bien avant s'il avait optimisé son entraînement potentiellement avec une fréquence plus importante? Et ça, c'est toujours la question qu'on doit se poser parce que souvent, tu vois ces mecs-là, mais ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent, tu vois. Et mmh, après, tu as des gens qui bombardent bah, les PEDs. Je sais que, on n'a pas un mot pour PEDs en français, Performance Enhancing Drugs, like bah, tous les euh, produits que. Ouais, on dit ouais, chimie en français. ouais, La chimie. on Ou dit les la fruits. chimie, ouais. C'est Ouais, ça. ou les fruits, ouais. Bon, ouais, t'as des gens qui optimisent leur entraînement, qui sont sous chimie, etc., et qui ont des résultats en quelques années qui sont absolument incroyables. Quand tu regardes, euh, alors Dallas McCarver malheureusement qui n'est plus avec nous, mais quand j'avais vu, en fait, moi je pensais que c'était un bodybuilder qui était plus vieux, alors qu'en fait il était hyper jeune et il Ouais, avait bâti son physique de A à Z en moins de 5 ans, ce qui est moitié moins exceptionnel. de temps que ce que je m'entraîne moi, tu vois. Et enfin, Mmh, c'est aberrant quand il réfléchit. Mais ouais, c'est pour dire que c'est pas parce qu'un bodybuilder arrive à atteindre un super physique avec un bro split que ses résultats sont forcément dus au fait que le bro split était optimal pour lui, mais juste que bah, peut-être qu'il a une super génétique, peut-être que bah, il s'est entraîné dur pendant longtemps et peut-être qu'il aurait pu le faire en un peu moins de temps. Et le deuxième point que je voulais aborder, je pense, c'est que pourquoi une fréquence d'entraînement, théoriquement, ça pourrait être plus intéressant pour certains athlètes, tout simplement pour certains athlètes avancés, c'est que déjà, plus tu es avancé et plus ta récupération est bonne. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser parce que si tu fais un groupe musculaire ton lundi, bah potentiellement ton mercredi, tu as déjà récupéré, enfin au moins ton jeudi, tu as récupéré, tu vois, genre 3 jours, quand tu t'entraînes depuis des années, tu es prêt à repartir. Et le fait de faire patienter en gros ton groupe musculaire jusqu'au lundi d'après, bah, potentiellement tu manques une opportunité
d'implémenter ce qu'on appelle une fenêtre anabolique. Alors une fenêtre anabolique, je pense qu'il faut qu'on le définisse rapidement. C'est en gros une fenêtre d'opportunité où votre synthèse protéique va augmenter et va être stimulée par votre entraînement. Et à partir de ce moment-là, dans votre fenêtre anabolique, tous les nutriments que vous avez consommés vont être utilisés pour réparer les dommages musculaires, pour surcompenser le stress que vous avez imposé à vos fibres musculaires et engendrer une croissance musculaire. Donc ce que vous voulez potentiellement en tant qu'athlète, en tout cas en termes de bodybuilding et de powerlifting, c'est d'avoir le plus possible de fenêtres anaboliques, voire être toujours dans une certaine fenêtre anabolique pour que la consommation de nutriments que vous faites soit dirigée vers votre construction musculaire, votre gain de muscle et votre gain de force. Ouais, et c'est intéressant que tu parles de la fenêtre anabolique parce que c'est justement ce que j'allais aborder juste après. Il y a justement dans ce concept de fenêtre anabolique, moi, il y a quelque chose qui justifie pleinement. Alors après, il faut bien vouloir nous croire dans l'immédiat parce qu'on n'a pas de data à proposer directement là dans le podcast, bien qu'on pourra mettre des références scientifiques Ouais, bien sûr, en ouais. description. On va en mettre, ouais. Euh, le truc, c'est que quand on parle de fenêtre anabolique, il faut parler en fait forcément de MPS. Donc la MPS, c'est la Muscle Protein Synthesis. Pour faire très très simple, c'est la synthèse de protéines musculaires. Pour faire très simple, lorsque vous êtes débutant, votre fenêtre anabolique est relativement longue. On va dire, pour simplifier la chose ici, qu'elle dure 72 heures. Donc vous faites les pecs le lundi, vous vous entraînez un petit peu, voilà, vous faites les pecs le lundi, vous êtes en fenêtre anabolique jusqu'au jeudi, sur les pectoraux. Le jeudi, vous refaites les pectoraux. Vous êtes encore en fenêtre anabolique pendant 72 heures. Donc, par définition, si vous avez une fréquence de 2 à ce moment-là, donc par exemple dans le cadre d'un push-pull leg, c'est tout à fait optimal. Vous faites les pecs le lundi et le jeudi, vous êtes en fenêtre anabolique quasiment toute la semaine sur vos pectoraux. Toutefois, plus vous avancez dans votre entraînement, plus votre niveau d'entraînement avance et plus votre fenêtre anabolique diminue et plus son intensité augmente. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que la fenêtre anabolique va peut-être durer à présent 48 heures. Si vous êtes un athlète intermédiaire plus, on va dire, votre fenêtre anabolique dure 48 heures, mais le pic, l'intensité de la synthèse de protéines musculaires est plus importante. Donc c'est-à-dire que là, si vous avez une fréquence sur les pectoraux un jour sur deux, eh bien ça vous permet en fait à chaque fois que votre MPS rediminue et que votre fenêtre anabolique sur les pectoraux diminue, de réenclencher le mécanisme de MPS pour essayer d'avoir le plus de fenêtres anaboliques possible sur les pectoraux, comme vous le disait Nevin. Et du coup, à la fin, pourquoi est-ce qu'on dit que le full body serait l'entraînement le plus optimal pour les athlètes avancés? C'est parce qu'un athlète qui va être très avancé, voire élite, aura une fenêtre anabolique qui va durer moins d'une journée. En réalité, il va y avoir un pic très important qui va durer quelques heures, mais la fenêtre anabolique va peut-être durer entre, grosso modo, 4 et 12 heures, si on fait un grand schéma. Et si on dit qu'elle dure 12 heures, c'est-à-dire que nécessairement, tous les jours, vous devez entraîner votre groupe musculaire pour espérer être en fenêtre anabolique sur ce groupe musculaire. Et c'est ce qui définit, à mon avis, c'est le principe physiologique qui définit, à mon humble avis, le plus le fait d'avoir une fréquence importante, si on le tolère, sur la semaine, d'avoir la plus grosse fréquence possible sur un groupe musculaire dans la semaine. Et c'est la raison pour laquelle tu as des athlètes qui sont extrêmement avancés. Je pense en particulier aux haltérophiles olympiques qui souvent s'entraînent 2 fois par jour. Littéralement, Ouais. ils se lèvent le matin, ils mangent, ils s'entraînent, ils mangent, ils vont dormir, ils se réveillent, ils mangent, ils s'entraînent, ils mangent, ils vont dormir. Et littéralement, ils font ça toute la semaine. Et ils s'entraînent pas en léger en faisant des curl biceps. Les Ouais. entraînements, c'est front squat le matin, back squat le soir, arraché, épaulé jeté, etc. Enfin, c'est des mouvements avec des intensités, avec des tonnages total sur la semaine qui sont faramineux. Enfin, ils ont une capacité de récupération qui est monstrueuse. Et le fait de multiplier ces entraînements, ça leur permet de multiplier ces fenêtres anaboliques, ces fenêtres d'opportunité pour pousser la croissance et, dans leur cas, plutôt sans doute les adaptations neurales. C'est pour ça que le sommeil pour eux est extrêmement important. Et ça leur permet de gagner de la force sur leurs entraînements. Et vu qu'ils sont vraiment à la limite de ce qui est humainement possible, enfin, tu vois, quand tu snatches plus de 200 kilos, enfin, moi, ça me Voilà. paraît complètement psychopathe. Et en plus, Mais quand tu regardes sur les haltéros,
que ça soit snatch ou épaulé jeté, dans tous les cas, les muscles, alors pour faire de manière très schématique, les muscles qui vont travailler à chaque fois, même s'ils splittent le mouvement, ça va être le bas du corps, les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers sur le premier tirage du snatch ou de l'épaulé, les Fessier, épaules. Voilà, extenseur de enfin, hanche, ouais, c'est. voilà, extenseur de hanche, c'est toujours les mêmes groupes musculaires et les Et mecs tous les ont jours, des, 2 fois par jour, ouais, voilà, et les mecs ont des ouais, cuisses, ont des bas du corps de ouf, ont des épaules de ouf, incroyable. ont des dos de ouf, et en revanche, ils ont des pectoraux pas si exceptionnels que ça, parce qu'ils ne les travaillent pas. Mais probablement que si, à l'intérieur de leur entraînement, ils avaient un développé couché à chaque fois, ou même 4 fois dans la semaine, un jour sur deux, ben, probablement qu'ils auraient aussi des pectoraux de ouf. Mais dans le cas de l'haltérophilie, on n'en a rien à carrer des pectoraux virtuellement. Voilà, c'est Ouais, pas ce qui les intéresse pour leur ça pourrait être performance. limite contre-productif dans le sens où ça pourrait limiter Leur mobilité au niveau de leur l'épaule. Ouais. mobilité au-dessus de la tête, etc. Je pense que le pec, il est peut-être, tu vois, genre, peut-être stabilisateur un petit peu au niveau de. Ouais, Qu'est-ce ça que ça évite que serait la ça? barre tombe Ça serait ça évite. une adduction sur le plan sagittal. Bref, c'est toi le pro par rapport à ça, mais. Mais je sais que j'avais vu des haltéros qui avaient tendance à être très très forts de la chaîne postérieure et qui pouvaient, genre par exemple, avoir des tirages en snatch qui étaient absolument exceptionnels. Et en fait, dès que la barre passait au-dessus de la tête, la barre tombait derrière. Et mine de rien, même si c'est très rare dans le domaine de la musculation, et ben, dans le cadre de l'haltérophilie, ça peut arriver qu'il y ait des mecs, enfin des athlètes, mais même des femmes, qui aient la chaîne antérieure un tout petit peu trop faible pour réussir justement à retenir cette barre qui se trouve au-dessus de la tête. Et justement, à chaque fois, s'il n'y a rien pour retenir, pour équilibrer entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, les barres tombent à chaque fois derrière. Après, Et c'est pour ça c'est une qu'il y a position des quand même cycles, qui est ouais, qui est délicate, vachement, hein. qui est délicate, clairement. Clairement. Mais c'est pour ça qu'il y a des haltéros, même si c'est un peu old school, qui font beaucoup de développé couché en hors saison, en PPG pour pouvoir limiter ce genre de problème. Donc si je rebondis sur ce que tu as dit, j'écoute ce podcast et je fais actuellement un bro split. Tu me dis que bah moi ça fait 2 ans que je m'entraîne, donc bah faut que je fasse un full body maintenant, Axel. Ben non, pas nécessairement. Ça dépend en vrai du nombre de fois où la personne peut s'entraîner par semaine. Déjà, c'est un vecteur qui est extrêmement important à prendre en compte parce que si on vous dit de faire si on vous dit de faire un upper lower et que vous pouvez vous entraîner 3 fois, potentiellement que ça sera problématique parce que votre fréquence sur un upper lower, si faut que vous vous entraîniez au moins 4 fois pour avoir une fréquence de 2 sur le haut du corps et une fréquence de 2 sur le bas du corps. Et du coup, par définition, si vous pouvez entraîner que 3 fois, oula, si vous pouvez vous entraîner que 3 fois, eh bien ça sera problématique. Il y aura un muscle qui aura une fréquence de 2 et un muscle qui aura une fréquence de 1 et vous devrez alterner chaque semaine. Et ici, un full body, Donc, ça peut être donc on est d'accord parfaitement. que c'est quand même une histoire de contexte et que déjà il faut regarder combien de fois la personne est capable de s'entraîner en semaine, Ouais, déjà, clairement. son niveau d'entraînement, parce que si Ouais. c'est un athlète avancé et qui peut s'entraîner que 3 fois, parce que ça arrive, hein, moi j'ai des clients où malheureusement ils sont tellement pris par le travail qu'ils ont une famille, ils peuvent allouer que 3 entraînements par semaine. Et ça, c'est des gens typiquement que je vais placer directement en full body parce que je sais que Mhm. à ce niveau-là, je vais devoir avoir une fréquence qui est de 2 ou de 3 par groupe musculaire pour optimiser. Et du coup, je vais faire en sorte qu'à chaque fois qu'ils vont à la salle, ils recrutent chacun des groupes musculaires. Ouais. Mais si tu as par exemple un débutant qui a un mois de musculation et qui a pris un programme sur internet qu'il a trouvé, il fait un bro split, est-ce qu'il faudrait qu'il passe sur un full body par exemple? Tu m'as dit qu'il s'entraîne Qui trois fois, s'entraîne. tu m'as dit? Non, 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 non. Tu prends un autre cas de figure, un débutant qui s'entraîne, qui suit un bro split sur 5 jours et qui Ouais. écoute ce podcast et qui se dit ah bah c'est mieux de faire moi je vais être avancé donc il faut que je m'entraîne en full body tous les jours. Parce que tu sais que Probablement. ça va être le genre de question qu'on Oui, va oui. avoir. Ouais, ouais. Probablement que non, probablement que c'est pas nécessairement une bonne idée parce que déjà dans le full body, ce qu'il y a, c'est que dans la mesure où on a un groupe musculaire, enfin on a tous les groupes musculaires mais avec un seul exercice, euh, au sein du full body,
ce qu'on vient optimiser, c'est justement l'efficience d'un exercice au sein de la séance. Et par définition, quand on fait du full body et qu'on comprend le contexte dans lequel on l'applique ici, il faut être capable d'avoir une gestion de l'effort qui est suffisamment rigoureuse, savoir tirer une première série à une RIR, voire à RIR 0 dans certains cas de figure, c'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de débutants qui vont faire 12 reps à 40 au développé couché. Ah non, je peux plus en faire une de plus, alors qu'en réalité, ils peuvent en faire encore 18. Mais bien sûr, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Donc je pense que pour réussir à passer à un full body, à mon avis, il faut être quand même capable d'avoir une bonne gestion de son effort sur l'exercice qu'on va mettre en place pour réussir à être optimal. Par contre, si la personne a envie de faire un full body et que c'est ce qui la motive et ce qui conditionne l'adhésion à son programme, why not? Après, il est possible de faire un full body 5 fois par semaine et d'avoir une fréquence que de 2 sur les pectoraux, que de 2 sur les épaules, que de 2 sur les jambes. On n'est pas obligé d'avoir un full body avec nécessairement à chaque séance Je, des tractions, chaque séance des jambes. Enfin je voilà, pense que, c'est je pense adaptable. il y a un gros truc qu'on a oublié de définir. Et je sais qu'il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais full body, faire à chaque fois le même entraînement 6 fois par jour et tout, c'est horrible ou c'est pas possible, tu vas te faire mal. T'as dit Il 6 faut fois par déjà jour, je viens de capter. 6 fois par semaine, excuse-moi. Il faut déjà qu'on définisse ça, tu vois, parce que souvent les gens ils pensent que full body, ça veut dire tu fais absolument tous les groupes musculaires chaque jour, alors que pas forcément, on est d'accord. C'est-à-dire qu'un Ouais, full body, ça peut être très bien, genre par exemple, développer couché, je vais faire super simple, hein. Développer couché, Romanian deadlift le lundi, squat OHP le mardi, euh, presse à cuisse, traction. rowing le mercredi. Enfin, tu vois, genre, quand on parle de full body, c'est-à-dire que vous ciblez pas forcément euh, tous les groupes musculaires à chaque séance. Ça veut aussi pas forcément dire que vous faites à chaque fois le même exercice sur les 6 jours ou les 7 jours qui composent votre semaine. Un full body, par exemple, vous pourrez très bien avoir, si on prend par exemple les quadriceps, vous pourriez avoir un exercice de squat sur votre première séance, un exercice de leg extension sur votre deuxième séance et un step up ou une fente arrière sur votre troisième séance. Et ça, ça veut dire que vous recrutez vos quadriceps sur 3 séances d'affilée. Alors, j'ai pas fait le reste de la semaine, c'est pour imager. Mais ça voudrait dire que si vous faites la même chose sur les autres groupes musculaires, ou par exemple le lundi, là où vous avez fait vos squats, vous faites un fly pour les pecs et que vous faites un développé couché le mercredi et que vous faites, j'en sais rien, un poulie vis-à-vis ou un autre exercice le mercredi, vous intégrez quand même une variabilité au niveau des exercices. Mais c'est ce qu'on sous-entend aussi par full body, on est d'accord, Axel? Ouais, carrément. Après, faut pas oublier, plus pour vous qui nous écoutez, que ce podcast, c'est un podcast introductif à beaucoup de sujets, parce que là, on pourrait rebondir sur le principe de spécificité. Est-ce qu'il faut faire tous les jours le même exercice quand on fait un full body? Est-ce qu'il faut switcher les exercices? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Les avantages, les inconvénients, c'est des sujets qui sont vraiment très très divers et variés, Vaste. qui sont extrêmement transversaux les uns avec les autres. Là, Donc je pense voilà. que Mhm. les gens se rendent pas vraiment compte, mais on essaye vraiment de synthétiser chacun des aspects qu'on aborde Ouais, là. Genre, à chaque fois, je pourrais partir sur 1 heure juste sur un des petits sujets qu'on a abordés. ouais. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, et je pense que plus on va faire des podcasts et plus on va répondre à ces questions et plus vous allez comprendre de quel point de vue on se place, etc. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, dites-le nous, soit dans les commentaires, soit vous nous envoyez un message, comme ça, nous, ça peut nous aider et comprendre mieux ce que vous attendez de nous en termes d'information. Je pense que c'est vraiment riche, en fait, de savoir ce que les gens recherchent comme information et peut-être les concepts qu'ils n'ont pas compris et peut-être le questionnement qui va avec peut-être une nouvelle information pour vous, comme quoi plus vous êtes avancé et potentiellement plus votre fréquence d'entraînement par groupe musculaire doit être élevée. Donc voilà, je pense que pour résumer un petit peu, Axel, si tu es d'accord, euh, un bro split potentiellement, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui débute parce que sa récupération est plus longue
qu'une personne avancée. Donc ça lui permettrait d'avoir une fréquence plus petite entre les sollicitations de ses groupes musculaires et donc ça Mhm. lui permet de récupérer entre chaque cycle. Et potentiellement, plus une personne est avancée, plus il faut qu'il augmente sa fréquence d'entraînement par groupe musculaire et donc le nombre de séances où il va recruter ses groupes musculaires. Et du coup, plus tu es avancé et potentiellement, plus tu vas t'orienter vers un full body parce qu'en pratique, finalement, c'est le seul moyen par lequel tu pourrais le faire. On est d'accord. Ouais, Mais tu as plein de trucs entre les deux également. C'est-à-dire grave. que tu as des athlètes avancés. Alors, je vais parler des limites après, mais il y a plein de trucs entre les deux. Effectivement, tu as le push-pull leg où tu auras théoriquement une fréquence de 2 sur ta semaine, parce qu'à chaque fois, Mhm. voilà. Tu as ce que je fais personnellement, c'est-à-dire que je fais un push-pull leg modifié où je fais un push-pull, push-pull leg, push-pull, push-pull leg. Et en Mhm. gros, bah, j'ai une fréquence de 4 sur les groupes musculaires de mon haut du corps et 2 sur les groupes musculaires de mon bas du corps parce que avec mes blessures aux épaules, bah, j'ai pris du retard entre guillemets avec mon haut du corps et mon bas du corps est plus développé que mon haut du corps. Donc je mets davantage de fréquences sur mon haut du corps pour essayer de rattraper ça. Donc j'ai 4 exercices pour mes pectoraux. Enfin, j'ai plus que ça, mais en gros, je recrute 4 fois mes pectoraux par semaine, 4 fois mes épaules par semaine, 4 fois mes bras par semaine, etc. Après, tu as le upper-lower aussi. Donc ça va aussi dépendre de la fréquence à laquelle tu vas à la salle de sport. Parce que si tu mets un upper-lower sur 4 jours, bah, tu vas avoir une fréquence de 2. Si tu mets un Mhm. upper-lower sur 6 jours, tu vas avoir une fréquence de 3. Et ensuite, en dernière possibilité, tu as le full body. Mais encore une fois, si tu es un athlète avancé mais que tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine, bah, ton full body, ça va être une fréquence de 3. Ouais. Mais si tu peux t'entraîner 6 fois, 7 fois par semaine, bah, potentiellement, tu peux avoir une fréquence qui va jusqu'à 7 sollicitations de tes groupes musculaires par semaine. Et moi, je connais pas mal d'athlètes avancés qui font ça. Bah, par exemple, Menno Henselmans, c'est ce qu'il fait. Il s'entraîne avec une fréquence de 7 et il répartit son volume comme ça sur un split sur 7 jours. Mhm. Maintenant, ce que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est les gens qui vont dire ouais, mais une fréquence trop importante. Alors, on a répondu un petit peu à la question juste avant. Une fréquence trop importante, ça pose un risque en termes de blessure et quand tu t'entraînes vraiment, parce que c'est souvent ce que j'entends, quand tu t'entraînes vraiment, tu peux pas faire un full body parce que tu peux pas faire des hautes intensités tous les jours. Eh ben, j'ai envie de dire que oui, c'est vrai, ça peut être problématique. C'est vrai, sur certains profils, ça peut l'être. C'est une vérité. Après, tout est question d'adaptation et interindividualité. Il y a Et de des athlètes qui programmation, je vont... pense. Et de programmation, Parce que évidemment, parce effectivement, si que, tu fais du squat 6 fois par semaine, tu vas voilà, potentiellement avoir des soucis. Au oui, bout il d'un va pas certain temps. falloir... Mais ça dépend. Il y a, encore une fois, enfin, j'ai des haltéros qui squattent tous les jours et qui s'en sortent bien, mais c'est un peu des aliens, quoi. Voilà. Et après, une fois de plus, c'est que dans ce contexte de full body, il faut aussi voir le volume. Parce que en fin de compte, si vous faites 2 séries de squats à chaque séance, bah, sur la semaine, ça fait 12 ça fait 12 séries de squats. Il y a des gens qui vont très bien le tolérer répartis de cette manière parce que on va dire que le threshold, le seuil de récupération, quand il a 2 séries par jour, bah, il n'y a pas de problème. En fait, les différents tissus conjonctifs, musculaires récupèrent et il n'y a pas de blessure. Dans mon cas, je sais que à l'heure actuelle, il me faut une semaine pour récupérer au niveau de mon coude quand je squatte parce que j'ai probablement une petite tendinose qui traîne depuis X temps au niveau du coude et qui a du mal à se guérir, qui se guérit par moment, mais qui, avec les amplitudes et la position du squat qu'on essaye pour optimiser, enfin, la position qu'on essaye d'avoir pour optimiser la performance en powerlifting me gêne. Mais j'ai déjà vu des powers proposer des programmations où il y avait 4 fois du squat dans la semaine à raison de 3 ou 4 séries, donc ce qui fait entre 12 et 16 séries par semaine de squat, et ça passe très bien. C'est une fois de plus de l'individualisation. Et pour ce qui est de l'intensité, Et après, euh, il y a un autre truc vas-y. qu'il faut que tu abordes peut-être, c'est que effectivement, ça te prend généralement une semaine d'après ton expérience à récupérer sur un squat
traditionnel, donc ton squat Mhm. de compétition, mais ça t'empêche potentiellement pas de travailler par exemple sur un safety bar squat ou une alternative qui va quand même recruter tes quadriceps et enfin, tes jambes en général. Donc finalement d'avoir un recrutement de ce même groupe musculaire sans avoir la contrainte de ton coude. Ouais, clairement. C'est totalement ça. C'est pour ça que j'avais switché pendant un moment sur du safety bar squat. Après, trouver des alternatives. Une fois de plus, on pourrait résumer tout ça à dire ça dépend de la personne et ça dépend du contexte. Et au revoir, un podcast de 5 secondes. Euh, alors qu'en gros, on peut faire un podcast de 10 heures sur le sujet. Mais voilà, il y a toujours des alternatives, s'adapter aux contraintes. Si vous tolérez un back squat par semaine parce que c'est la position qui vous gêne, que ce soit en full body ou en upper lower, rien ne vous empêche de trouver une alternative qui est plus safe pour vos coudes. Le safety bar squat, comme son nom l'indique, safety bar, la barre est plus safe pour les articulations et du coup c'est moins problématique pour les personnes qui ont des manques de mobilité ou qui ont des petites pathologies au niveau des poignets, des coudes ou des épaules. Et du coup pour Et le revenir sur ce problème, que c'est tu que, disais, ouais, excuse-moi, je vais te laisser finir, mais justement, il faut pas être fermé en se disant, ah bah, parce que je peux pas faire du squat plusieurs fois par semaine, le full body, c'est pas pour moi, parce que ouais, potentiellement, si vous êtes intermédiaire ou avancé, eh ben, vous tirez un peu une balle dans le pied, parce que potentiellement, vous pourriez quand même gagner en force et en croissance musculaire en utilisant d'autres exercices et en les implémentant différemment dans votre programmation. ouais. Je te laisse finir. Et du coup en ce qui concerne l'intensité au niveau du full body, bah, j'ai juste envie de dire que ça, c'est pas vrai. C'est des gens qui n'ont probablement pas essayé le full body parce que, à ma connaissance, du moins à l'heure actuelle de ce qui se met un petit peu en place dans le monde du powerlifting, tous les powerlifters quasiment s'entraînent en full body. Il y a toujours des powerlifters qui font squat puis bench. À partir de là, c'est un full body. Bench puis deadlift. À partir de là, c'est un full body. Et qui ont une fréquence de 3 sur le bench, une fréquence de 2 sur le deadlift, une fréquence de 2 sur le squat. Après, une fois de plus, tout est une question de gestion du stress global sur les tissus conjonctifs, sur le tissu musculaire, sur la récupération. Et une fois que tous ces vecteurs ont réussi à être mis en place, eh ben, on peut parfaitement performer même dans le cadre d'un full body. C'est pas une problématique. Après, c'est sûr que si vous vous mettez 8 séries de squats le lundi et puis 8 séries de squats le jeudi, bah, probablement que là, oui, ça va être problématique au niveau des tissus conjonctifs des genoux, des poignets, des épaules, des coudes, c'est sûr. Mais là, ça relève plus vraiment de la problématique du full body, ça relève plutôt de la problématique d'une mauvaise gestion de la programmation et de la périodisation. Et c'est exactement ça, c'est que je pense que la plupart des gens qui pointent du doigt les limites du full body, qui on est d'accord, toi comme moi, que ça va vraiment dépendre de la personne et que certaines personnes ne vont pas forcément supporter un full body, mais souvent ça revient à une programmation qui n'est pas adaptée à la personne ou une programmation qui est juste pas intelligente, tu vois. Comme tu dis, si ton athlète il a plus de 30 séries sur un squat par semaine et qu'il est intermédiaire, clairement il va avoir des problèmes. S'il squatte, potentiellement sa fréquence sur un exercice est trop élevée, ça peut être problématique. D'expérience avec les gens que j'ai suivis et avec mon expérience personnelle, il faut éviter de réaliser plus de 3 fois un même exercice par semaine parce que tu as potentiellement des risques en termes de surutilisation, en particulier sur la récupération du tissu conjonctif. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les muscles récupèrent largement plus vite que le tissu conjonctif. C'est pour ça que chez un athlète avancé, potentiellement en moins de 24 heures, son tissu musculaire a récupéré, alors que ses tendons, ses articulations peuvent prendre plus de temps et c'est par rapport à ça qu'il faut faire un petit peu plus attention, en particulier pour les blessures de surutilisation. Et c'est pour ça que dans une programmation intelligente, déjà il faut maîtriser le volume, il faut maîtriser la technique aussi, évidemment. Hein, on n'en parle pas dans ce podcast, mais la technique va aussi avoir son impact sur les potentielles blessures de surutilisation. Parce que si tu fais un squat dégueulasse, genre avec un butt wink et une pose. Enfin, tu vois, genre si tu squattes toujours avec un valgus de genou, même si ça pose pas de problème sur 2-3 répétitions, si tu le fais à chaque fois, potentiellement, ton genou, au bout d'un moment, il va crier famine. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est que c'est le contexte et programmation intelligente
faire attention à la fréquence des exercices en eux-mêmes, faire attention à votre volume de travail et vraiment essayer d'adapter en fonction de votre contexte, de votre expérience et aussi suivre son ressenti quand même parce que l'autre problème du full body, c'est que le risque de blessure est un peu plus important si tu t'écoutes pas parce que à partir du moment où tu as une petite douleur ou tu vois une petite tendinopathie comme tu dis qui s'installe et que tu fais pas attention à adapter ton programme tout de suite et à prendre tout de suite les mesures qui vont faire que tu vas pas aggraver la problématique, vu que tu as une fréquence d'entraînement qui est élevée et potentiellement tous les jours tu vas travailler ce groupe musculaire, bah voilà, si tu recrutes ton tendon le lundi que bah, tu t'es un petit peu blessé mais que le mardi tu retapes direct dessus, potentiellement bah, c'est un peu plus dangereux que bah, si tu le fais le lundi et que tu sais que tu vas pas le faire avant le lundi d'après parce que ton Mhm. temps de récupération est largement plus important. Donc il faut aussi également faire attention à ça. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a appris toi et moi aussi en pratique et j'essaye d'écouter mon corps le plus possible mais c'est pas toujours évident. Il y a toujours ce côté ego performance qui rentre en jeu quand même parce qu'on a c'est pas toujours mais je pense qu'on fera un podcast par rapport à la psychologie de l'entraînement. Dites-nous si vous voulez l'écouter mais avant j'aurais jamais pu arriver à la salle faire un échauffement et pas essayer de m'entraîner alors que maintenant je pense que je pourrais arriver à la salle, m'échauffer, et si vraiment je le sens pas, me dire bon, vas-y, euh, je préfère m'arrêter aujourd'hui et m'entraîner un autre jour que me blesser aujourd'hui. C'est quand même un cas de figure extrême, mais je pense que je serais capable de le faire maintenant, alors que tu vois, il y a quelques années, j'aurais été incapable de faire ça. Ouais, ouais. C'est vrai que Parce que c'est c'est dur important psychologiquement de. pour nous. C'est l'ego, en vrai, c'est l'ego. Et quelque part, c'est marrant parce que j'avais une idée que j'allais aborder juste là. J'allais dire que de mon côté, en estimant que j'étais un athlète avancé, je ne m'entraîne pas en full body. Et d'un côté, ce qui m'a fait arrêter d'être en full body, bah, c'est aussi parce qu'on en a parlé ensemble. Parce que bah, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une saison où j'ai été préparé par Nevin. Et le full body a très bien marché pour moi. J'ai progressé en termes de performance, j'ai progressé en termes d'hypertrophie. Par contre, il y avait pas mal de petits bobos qui commençaient à se faire ressentir. Et pourtant, sur le papier, il y avait écrit Axel, euh, quand tu es avancé, tu fais du full body. Donc, tu es avancé, tu fais du full body. Et en réalité, ben non, Axel, tu es avancé, oui, il faudrait que tu fasses du full body. Mais d'un point de vue tissu conjonctif, d'un point de vue récupération, avec la vie que je mène actuellement, que ce soit mon stress, que ce soit mon sommeil, eh bien le full body, ça marche pas. Le upper lower, par contre, ça marche du feu de Dieu. Et c'est une fois de plus là où on vient à parler d'adaptation et d'inter-individualité. Pendant ma sèche, j'ai eu de très bons résultats en termes de force et en termes de masse musculaire. Et pourtant, je ne m'entraînais que 4 fois et en upper lower. Mais au sein de ce upper lower, il y avait un volume qui était relativement conséquent. J'avais 8 exercices au début de ma préparation sur mes deux uppers, sachant que mes deux uppers, et c'est un sujet sur lequel on reviendra, c'était les mêmes. Il y avait juste ma périodisation au bench et sur les push-ups qui changeait. Donc voilà, on reparlera de ça, de le fait d'avoir plusieurs fois la même séance dans la semaine, un format AB ou un format ABC qu'on peut répéter. Euh, mais voilà, il y a énormément de drivers à prendre en compte quand on parle de répartition. Je pense qu'avant de parler de répartition et de savoir comment répartir son programme d'entraînement, il faut, quand on veut le faire de manière optimale, connaître ses limites, connaître les vecteurs qui nous font défaut et connaître aussi les vecteurs qui nous sont favorables. Je pense aujourd'hui être capable de dire que je pourrais tolérer 3 développés couchés par semaine. Mais je sais aujourd'hui dire que je ne peux pas tolérer plus d'un back squat type powerlifting par semaine. Et c'est l'expérience malheureusement qui te donne cette réponse. Donc tu es obligé de passer par la case, bah, où tu vas au charbon et ça merde un peu et t'apprends par T'adaptes. l'expérience. Voilà, t'adaptes. Mais voilà, donc du coup c'est ça que je voulais dire. Et je pense que c'est Mais très c'est très bien, important. c'est-à-dire que tu as des directives générales. Les recherches nous permettent de dire bah, qu'une fréquence d'entraînement, c'est plus important. Mais fréquence d'entraînement, ça ne veut pas dire, comme tu dis, que
que même si tu es un athlète avancé, ça ne veut pas dire que tu dois squatter en back squat compétition tous les jours parce que tu sais que tu ne Voilà. le supporteras pas. Et du coup, tu ne peux pas aller à l'encontre de ça parce que ton expérience pratique est plus importante que l'expérience théorique qui découle des recherches. Et il faut toujours avoir euh, ce- ce- comprendre ce mindset et adapter vraiment en fonction du contexte, c'est hyper important. Donc voilà, si vous voulez, si vous actuellement vous faites un bro split et que vous voulez augmenter votre fréquence d'entraînement, faites-le progressivement. Passez peut-être sur un push-pull leg dans un premier temps, peut-être sur un upper-lower ensuite, et ensuite potentiellement sur un full body. Faites-le intelligemment en sélectionnant vos exercices, en faisant attention à vous protéger de la surutilisation en faisant trop un certain exercice par semaine. Et dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si vous arrivez à progresser, ça nous intéresse aussi, c'est toujours bon d'avoir un retour d'expérience. Je pense qu'on va clôturer ce premier podcast là-dessus. Je pense que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en train de discuter. Une heure six. Passe, le temps passe extrêmement vite. Si vous voulez s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu par rapport à ça, posez-les nous. Peut-être qu'on fera une partie 2 si vraiment vous voulez avoir plus de détails par rapport à ça. Dites-nous aussi ce que vous voulez en termes de contenu dans ce podcast. Proposez-nous des noms, comme ça on va rigoler ensemble. Bref, Axel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce podcast et je pense qu'on va se C'était top. retrouver très bientôt pour une fréquence quoi, hebdomadaire. Billet On va pas faire un hebdomadaire. full body podcast, hein, je te le dis, c'est pas possible. Bref, on vous mettra aussi peut-être quelques liens en termes de littérature en description, quelques études qu'on a potentiellement sous-entendues et citées au cours de ce podcast. Je te laisse le mot de la fin, Axel. Ok, bah voilà, c'était un vrai plaisir ce premier petit podcast. On espère vraiment que ça vous a plu. On attend dans les commentaires hein, vos suggestions de noms et aussi vos suggestions de sujets, vos avis, vos retours. Est-ce que le son était bien? Est-ce que l'image était bien? Est-ce que la dynamique était bien? N'hésitez pas, si vous voulez voir quelque chose en particulier, dites-le nous. Et puis je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui et puis on se revoit plus tard, je pense. Ça Allez, marche. ciao! Ciao.